Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire. Suis-je aidant et comment endosser ce rôle sans risquer l'épuisement? Mais c'est effectivement une question fondamentale car pour avoir de l'aide, encore faut-il se reconnaître comme aidant. Et nous avons donc le grand plaisir d'accueillir pour ce webinaire Judith Contamin. Vous êtes proche aidante, père formatrice pour APF France Handicap. Bénédicte Keil, vous êtes conseillère nationale éducation famille à APF France Handicap. Lorraine Brissette, titulaire d'une maîtrise en service social spécialisée en gérontologie, Michel Arcan, psychologue clinicienne, et toutes deux, vous avez écrit différents ouvrages, je pense que vous nous en parlerez, dont de accompagner les proches aidants, le guide à l'intention des intervenants psychosociaux aux éditions L'Harmattan, et également le guide de survie des proches aidants, les conseils pratiques pour soutenir sans s'épuiser. Merci beaucoup vraiment à toutes les quatre de venir enrichir de vos témoignages et de vos conseils, cette thématique majeure. Et peut-être, Judith, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous relater un petit peu quel a été votre parcours? Parce que je pense qu'il a fallu, sans vouloir dévoiler votre histoire, mais beaucoup de temps avant que vous vous reconnaissiez comme proche aidante. Oui, donc moi je suis maman de Julien qui est né prématurément, il a aujourd'hui 20 ans et la prématurité a entraîné, des handicaps et donc en gros, moi je suis devenue aidante de mon fils, en même temps que je suis devenue maman, mais je ne le savais pas. C'est bien avec le temps que j'ai pu comprendre ce qu'était la fonction des dents et où j'ai découvert que, accompagner son enfant, c'est normal, mais quand il y a des handicaps, des difficultés particulières, c'est un rôle différent du rôle de maman. Ça, j'ai mis du temps en effet à le comprendre. C'est-à-dire au quotidien, vous pouvez un peu nous dire tout ce que vous faisiez parce que c'était assez conséquent. Oui, alors c'est ce que je faisais, ce que je fais encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que Julien a très peu d'autonomie. Je gère, énormément de choses, comme, je l'aide à la toilette, je suis là pour ses déplacements, la gestion de tout ce qui est, le quotidien concrètement, les repas, la nécessité de couper sa viande, de lui faire ses lacets, de fermer des boutons, enfin des choses très concrètes, il a aussi une grosse difficulté, à se repérer dans le temps. Je lui sers aussi, voilà, je gère le temps pour lui. Il est en difficulté pour se mettre à l'activité, donc il y a toujours besoin d'une impulsion voilà, de l'aider à se mettre en route. Hem Et puis, je gère les déplacements puisqu'il a pas d'autonomie dans les déplacements, et je l'accompagne aussi, dans le cadre de sa scolarité puisque je suis officiellement, son preneur de notes, pour, l'université puisqu'il est à l'université et je l'accompagne pour qu'il puisse se repérer aussi dans les locaux de la fac. Voilà, enfin ça c'est voilà, entre autres. Entre autres. Et donc, professionnellement, j'imagine que ça a eu un impact sur votre carrière ou votre activité professionnelle? Oui, 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 en effet. Quand Julien est né, je me suis arrêtée de travailler pendant 5 ans. Et puis après, j'ai repris à temps partiel dans le cadre du congé de présence parentale. Et puis, je suis tombée malade parce que ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvée, moi, en arrêt de travail. Et ça a eu un impact sur ma santé et forcément sur mon travail puisque maintenant j'ai été licenciée. Je ne savais plus gérer à la fois, mon emploi et mon fils. Voilà. Donc il a fallu faire un choix et le choix a été très vite fait. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au cours de toutes ces années et comment vous y avez fait face? Alors à la naissance de Julien, ce qui a été compliqué, c'est le sentiment que, ben, tout se fermait quoi. Quand on a un enfant, Mmh.
on est plein de rêves, on imagine plein de choses et puis ben là, les portes se fermaient. Il n'y avait pas de perspective d'avenir, enfin en tout cas, j'arrivais pas à me projeter et ça a été très important pour moi de rencontrer, d'autres parents qui vivaient aussi, le handicap d'un enfant et de voir un peu ce qu'ils avaient mis en place pour, pour rouvrir des portes, en fait, pour avoir des perspectives et envisager l'avenir. Mm. Et vous, est-ce que vous avez pensé à vous, vous avez pensé à prendre du répit? Est-ce que vous aviez conscience de votre rôle d'aidante? Non, alors j'ai pas pensé à moi. Je me suis complètement, oubliée pour m'occuper de Julien et mon rôle d'aidant, en fait, j'en ai conscience depuis pas très, très longtemps. J'ai mis un mot sur, ce que je faisais, je vais dire il y a, allez, 2 ans maintenant peut-être, parce que si je l'avais su avant, je crois que, ben, par rapport à mon employeur notamment, qui me disait toujours que j'avais de la chance de partir en congé, des congés prolongés, j'aurais pu réagir et voilà, ça le dérangeait, il y avait des propos un peu difficiles et je crois que si j'avais pu dire: «Mais je pars faire une autre fonction, je suis aussi aidante», ce que je dis maintenant d'ailleurs, heu, Mhm. ben, ça aurait été plus facile, à ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que du répit, je n'en ai pas pris. Et la première fois que j'ai quitté mon fils, c'était l'année dernière pour faire la formation de père formateur avec, APF, France Handicap. Voilà, donc à 20 ans. Effectivement. Et vous pourriez nous raconter un petit peu justement peut-être votre rencontre avec APF France Handicap et tout le soutien que peut apporter une association et que vous a sans doute aussi apporté cette formation. Oui. Et ben, en fait, j'ai découvert, mon fils était pris en charge par, l'APF dans le cadre de ses problèmes, moteurs et c'est en allant dans aux rencontres au CESAT que, je suis tombée sur une plaquette qui parlait des pères formateurs et donc bah, je me suis intéressée un peu à ça et je me suis rendu compte que je pouvais moi, être formée pour, retransmettre ce que j'avais, acquis comme connaissance au fil des années à d'autres parents, parce que, comme je disais précédemment, moi, ça m'a été très utile de rencontrer des parents qui avaient un parcours déjà, derrière eux et puis, surtout, il y a un tas de formations qui sont mises en place, sur, un tas de sujets, l'habilitation familiale, la tutelle, l'impact sur la santé, enfin des formations, qui vont me permettre d'aller plus loin. Alors l'impact sur la santé, j'aurais bien aimé la connaître avant d'ailleurs. Donc, Bien sûr. Mm, voilà. mm. Et vous avez réalisé peut-être aussi que vous aviez acquis d'autres compétences, je parle peut-être pour le relier à votre expérience professionnelle, parce que ça vous a aussi forcément appris beaucoup de choses, j'imagine, toutes ces années aux côtés de votre fils. Oui, alors au niveau, professionnel, alors, moi je travaillais dans le monde du social, donc j'étais en contact professionnellement, j'avais déjà une ouverture, mais plus par rapport à l'adulte, et il m'a fallu apprendre tout ce qui était le médico-social pour Julien, au fil du temps. Enfin, essayer de comprendre un peu comment ça se passait, les différents droits, auxquels on avait possibilité d'avoir recours, pour lui comme pour moi. Donc, voilà, je sais pas trop, Mm, heu mm. et Oui, sinon donc au d'autres. niveau professionnel, ce que j'espère, c'est pouvoir rebondir avec ça aussi, quoi. C'est une ouverture, hem, là, j'ai des perspectives, d'utiliser mes connaissances acquises en tant qu'aidante pour les transmettre à d'autres. Ça fait Mm. partie de mes projets, des choses que j'aimerais mettre en place. D'accord. Et peut-être une dernière question un peu plus sociétale, mais quel regard vous portez justement sur ces 20 dernières années, que ce soit en termes de regard qu'on peut porter sur le handicap ou en termes de droits,
que ça concerne la personne en situation de handicap ou son proche aidant? Alors, Julien a des handicaps qui sont dits invisibles. Et en fait, on parle beaucoup de handicap finalement maintenant. C'est beaucoup plus qu'il y a 20 ans encore. Mais pour autant, le regard dans la rue, dans certains endroits où on va, c'est pas si évident que ça. Je crois qu'il y a encore un gros travail à faire parce que le handicap avec un fauteuil roulant, c'est clair. Par contre, quand la personne ne tient pas forcément debout très longtemps et qu'il a 20 ans et qu'il doit s'asseoir sur une chaise, c'est pas forcément bien vu. Je pense au transport en commun, enfin, ou des choses comme ça. Donc, il y a encore un travail à faire sur le handicap invisible, en tout cas. Et puis au niveau des droits, c'est très bien, on est dans un pays qui est déjà à la pointe par rapport au handicap en donnant une allocation, par exemple, mais cette allocation ne permet pas de vivre de manière autonome, dignement. Mm, Euh, mm, je pense que voilà, c'est un bon début, mais mon fils ne pourrait pas s'installer seul avec les besoins qu'il a, avec son allocation adulte handicapé, ça n'est pas possible. Donc, mm. il y a encore du travail à faire par rapport aux droits des personnes handicapées et puis le regard qu'on pose sur le handicap. Voilà. Ben, merci beaucoup Judith De rien, pour merci à votre vous. témoignage. Bien sûr, hein, vous n'hésitez pas à poser des questions et à réagir dans le chat, hein, nous vous répondrons bien évidemment. Bénédicte Keil, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes conseillère nationale éducation famille à APF France Handicap. Comment peut-être vous réagissez hein, à chaud au témoignage de Judith? J'imagine que ça fait écho à beaucoup d'autres que vous pouvez recevoir au sein d'APF France Handicap. Oui, oui, bien sûr, ça fait effectivement ce que raconte Judith, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part de parents, et je dirais spécifiquement de parents. Je pense que le rôle d'aidant, il est certainement perçu différemment quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, quand on est conjoint, par exemple. Parce que souvent, quand on est conjoint, ça peut arriver au cours de la vie. Donc, on a un changement d'un rôle qu'on a déjà. Quand Judith, elle l'a très bien dit, elle est devenue aidante en même temps qu'elle est devenue maman. Donc, du coup, ce sont deux rôles qui se sont complètement imbriqués. Et c'est beaucoup plus difficile, effectivement, de faire la différence entre les deux. Je veux dire, souvent, nous, ce qu'on essaye, effectivement, pour faire comprendre aux parents ce changement de rôle social, c'est effectivement, on essaye de faire prendre conscience que autant donner à manger à son enfant à 1 an, le changer, l'aider effectivement à faire ses lacets quand il est tout petit, c'est normal. Je veux dire, le faire encore quand il a 10, 15 ans, bah là, non, on n'est plus dans un rôle de parent. On a effectivement basculé sur un rôle d'aidant. Et c'est souvent en prenant effectivement des exemples comme ça concrets qu'on peut aider en fait les parents à faire la différence entre ce qui relève du rôle normal de tout parent et ce qui va au-delà de ça et donc ce qui permet effectivement de se définir comme aidant. Donc à ce niveau-là, c'est très, très, très caractéristique et je dis spécifiquement des parents. Mm. Et justement, hein, comment vous amenez hein, les proches aidants à se reconnaître comme tels? Est-ce que voilà, il y a vous prenez des exemples hein, comme vous venez de le faire? Est-ce qu'on aborde différemment les choses pardon, en fonction de l'âge également? Bah, bien sûr, on aborde différemment les choses en fonction de l'âge. On va pas avoir effectivement le même discours avec des frères et des sœurs, par exemple, qui sont jeunes aidants. Voilà, qui ont souvent dans ces cas-là un rôle d'aidant, d'ailleurs, qui est souvent pas un rôle d'aidant principal, qui peut être un rôle d'aidant aussi plus secondaire pour certains. Hein. Il y en a, ils vont être aidants principaux. Donc oui, on s'adapte effectivement, mais on essaye souvent de partir justement d'exemples concrets et comme l'a dit très bien Judith, on parle de l'expérience des personnes. Donc en fait, c'est souvent à partir de l'expérience de ce qu'elles se racontent et déjà en interaction entre effectivement aidants familiaux qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Mm. Très bien. Et comment est-ce que l'on peut hein, endosser ce rôle justement sans risquer l'épuisement? On y reviendra plus longuement aussi avec Oui, Michel Arcan et Lorraine Brissette.
Bah, en fait, il faut... bah, notre philosophie au niveau d'APF France Handicap, c'est que être aidant devrait être un choix. Voilà. Et on sait très bien qu'à l'heure actuelle, ça ne l'est pas. Je veux dire, ça ne l'est pas parce que tout ce qui est effectivement réponse de proximité, tout ce qui est réponse professionnelle, en fait, n'est pas à la hauteur des besoins des aidants. Donc voilà, il y en a un certain, et des personnes hein, de façon plus systématique et du coup oblige les aidants à endosser un certain nombre de rôles. Donc la première effectivement chose à faire pour éviter l'épuisement des aidants, c'est de développer tout ce qui est réponse pour les personnes handicapées, âgées ou malades. C'est la première chose qui pourra effectivement les aider à ne pas en faire trop. Voilà, donc ça, voilà. Après, c'est un accompagnement aussi pour être capable de demander de l'aide. Parce que justement, c'est pas toujours facile aussi et spécialement effectivement pour des personnes comme Judith qui quelque part ont endossé ce rôle doucement au fur et à mesure. Bah, du coup, effectivement, c'est pas facile de se délester d'un certain nombre de choses que quelque part on a intégrées dans son quotidien. Et c'est là aussi, du coup, qu'il y a un travail à faire justement sur différencier rôle de parent, rôle d'aidant, ce qui permet en fait davantage, du coup, de mieux prendre conscience de ce qui est le rôle d'aidant et donc, du coup, ce qui pourrait être aussi donné à des professionnels. Donc, il y a tout ce travail-là aussi, en fait, de conscientisation, entre guillemets, hein, des différents rôles de façon effectivement à pouvoir aussi oser faire appel à des professionnels, oser demander à être suppléé et oser aussi pouvoir de temps en temps dire ben, j'ai besoin de temps pour moi. Je vais pouvoir continuer effectivement à aider mon enfant, à aider mon conjoint, mon frère, ma sœur, qu'à condition que j'ai aussi du temps pour moi, pour ne pas se retrouver justement comme a été Judith, à avoir du coup à cumuler un rôle de maman, un rôle d'aidante et en plus un temps partiel et finir en arrêt maladie, quoi. Absolument. Et Judith hein, insistait beaucoup sur l'importance aussi des échanges entre pairs. Quel regard vous portez justement sur ces échanges entre pairs hein, avec votre recul et votre expérience? C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Ah bah oui, c'est fondamental. Au niveau d'APF France Handicap, on a un groupe de parents, enfin des parents qui se retrouvent depuis la fin des années 60. Hein. Donc on ne parlait pas encore des dents, on ne parlait pas encore de tout ça, et pourtant dans leurs échanges, ils étaient déjà là-dessus. Et ils organisent tous les ans des journées nationales de parents, qui est un lieu de rassemblement en fait hein, de parents de l'association. Et toujours ce qui ressortait, c'était ça, c'était l'importance des temps de partage, des temps d'échange, de façon effectivement à la fois de pouvoir se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça et en même temps de pouvoir effectivement recueillir aussi un certain nombre je dirais pas de trucs et astuces, mais de choses effectivement aussi qui peuvent permettre d'aider le quotidien. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est un peu dans cet esprit-là, d'ailleurs c'est ce groupe parent qui petit à petit s'est préoccupé aussi de la question des aidants, hein, avec aussi un travail au niveau de l'Europe, avec la COFAS, qui est une confédération des familles sur laquelle il y a eu tout un travail avec plusieurs pays sur la définition d'une charte de l'aidant, voilà, que des parents, principalement des parents, hein, qui se sont retrouvés ensemble de différents pays pour construire un peu tout ça, essayer de poser un petit peu tout ça. Et c'est un peu, voilà, suite à tout ce travail-là qu'on a monté au niveau d'APF France Handicap, tout le dispositif Repère Aidant, qui est un dispositif de sensibilisation, formation, auquel participe Judith, où en fait on va effectivement dans un premier temps accompagner des aidants en monter en compétences pour effectivement être capable de co-animer des sessions avec un intervenant qui va être un intervenant professionnel sur la thématique. Il y a une dizaine de thématiques, prendre soin de soi,
la relation justement aidant-professionnel, des choses un peu plus techniques aussi comme la nutrition. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de thématiques différentes, mais du coup où ce père aidant peut aider en fait aussi par son expérience, la parole des autres et l'échange entre les autres, ce qui permet effectivement à l'intervenant d'être vraiment sur une construction de son intervention en partant beaucoup de l'expérience des personnes. Mhm. Et donc, c'est une offre, j'imagine, qui s'est enrichie au fil des années et on a l'impression aussi que ça se professionnalise de plus en plus. Alors moi, je dirais pas que ça se professionnalise parce que, c'est pas l'idée, même si effectivement après ça peut amener certains sur des évolutions, personnelles et professionnelles, hein, d'avoir acquis cette expérience-là. Mais il y a oui, bien sûr, ça s'enrichit parce que d'abord ça s'enrichit de nouveaux thèmes qui nous sont demandés. Par exemple, on avait effectivement, fait un travail sur les différentes étapes de la vie. Et en fait, bah, à la demande des participants, on les a scindées en fait davantage ces différentes étapes. Et là, on est en train d'en introduire d'autres. Je dis rien qui ont envie d'aborder l'étape de l'après-nous, qui est quelque chose de très difficile pour les parents, on le sait, hein, ou même pour les conjoints, voilà, d'imaginer ce que va devenir la personne quand on sera plus là pour effectivement, l'accompagner au quotidien. Donc voilà, on rajoute effectivement des thématiques, on enrichit, de par, les retours des participants. Mhm. Très bien. Ben, merci, merci également pour ce témoignage. Lorraine Brissette et Michel Arcand, je me tourne vers vous, hein. Vous venez d'entendre ces deux témoignages. Si on devait résumer, hein, qu'est-ce qu'un proche aidant? Où est-ce qu'on met le curseur? Et peut-être aussi une réaction au témoignage de Judith, parce que j'imagine que là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont dû faire écho en vous, hein, par rapport à vos deux ouvrages que je remonte. Votre micro, s'il vous plaît. Réactiver, excusez-moi. Alors, j'irai dans le même sens que les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, c'est que, au fond, je vais prendre moi un exemple. Je ne donnerai pas une définition. Je vais prendre un exemple concret. Prenons une dame d'âge moyen qui est au travail, qui a des enfants, qui est mariée, qui a des responsabilités et qui a une mère encore en santé. Bon, elle voit sa mère à toutes les semaines, elles vont faire des courses ensemble, elles vont aller prendre un café, elles vont se téléphoner tous les jours. Moi, je dirais que là, on est dans une relation filiale normale. Sauf que progressivement, sa mère commence à avoir des pertes cognitives, des oublis, des problèmes. Et là, progressivement, la jeune dame, la jeune femme va commencer à lui téléphoner plus souvent, vérifier sa prise de médicaments, vérifier si les factures sont payées. Et là, de semaine en semaine et de mois en mois, il y a de plus en plus de responsabilités que la mère assumait elle-même qui vont devenir des responsabilités de la fille. Je ne dirais pas qu'elle glisse, moi c'est ma conviction personnelle, je ne dirais pas qu'elle glisse dans un rôle de proche aidant. Je dirais qu'elle met un deuxième chapeau. Elle a un premier chapeau qui est un rôle filial. J'aime ma mère, je m'en occupe, j'ai de l'affection, on s'amuse ensemble, on rit. Je suis la fille de ma mère, mais progressivement, j'ai un rôle de proche aidant, un deuxième chapeau qui s'additionne. Et ce qu'il faut souligner ici, c'est important de le dire, il y a 50% des proches aidants en France ou comme au Canada qui sont des personnes qui sont encore sur le marché du travail. Ça veut dire qu'on a des personnes qui ont un rôle de conjoint, un rôle de parents d'enfants, de jeunes enfants ou de jeunes adultes, qui ont un rôle d'enfants de personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, on a des proches aidants maintenant qui ont 2 et 3 et 4 chapeaux. Et ça, c'est pas juste une situation qui crée des situations d'épuisement, c'est souvent multifactoriel. C'est pour nous, c'est l'addition de plusieurs facteurs. Je suis au travail, mais on a des gros problèmes au travail. Ça me crée des stress. Je suis mariée, mais j'ai des problèmes avec mon conjoint. J'ai des enfants qui me demandent beaucoup de présence et en plus, ma mère m'en demande de plus en plus. Donc, c'est souvent une addition de facteurs
qui vont faire que la personne peut devenir à risque J'ai un d'épuisement. enfant handicapé, mais les autres enfants ont besoin aussi juste de la maman. Donc, effectivement, ça... Et puis, proche aidant, c'est général, c'est vague. Ça peut être, je vais voir ma mère 3 fois par semaine, puis moi, je me sens proche aidante parce que ça me demande beaucoup. Comme ça peut être une autre personne qui vit 7 jours par semaine, 24 heures par jour, avec une personne en lourde perte d'autonomie. Donc, là aussi, il y a des degrés d'intensité dans le rôle de proche aidant. Alors, c'est très complexe comme situation. Nous, dans notre travail, on s'est surtout préoccupé de la question de la prévention de l'épuisement, parce qu'on voyait bien que le proche aidant qui cumule beaucoup de chapeaux, c'est souvent lui qui est le plus à risque d'épuisement. Donc, toute notre démarche, tout notre travail visait de... Et je rejoins ce que vous avez dit. On a besoin de services, on a besoin davantage de services. Mais nous, notre travail, c'est comment amener le proche aidant à accepter de demander de l'aide, à accepter d'utiliser des services. Donc, c'est plus le volet psychologique, je dirais, qui fait que la personne va arriver à prendre une décision, à dire, je fais des choix pour moi, je fais des choix pour me protéger, mais il y a des choses à mettre en place. Parce qu'ils vont dire, ben, c'est mon devoir, c'est mon mari, c'est mon devoir, c'est mon enfant. Donc, c'est pas parce que c'est mon devoir que je suis pas à risque d'épuisement pour autant. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur la notion d'énergie. Ça a l'air, c'est pas une secte, c'est pas un truc ésotérique, rien de ça. Mais Alexander Lowen, un Américain psychologue, s'est penché beaucoup sur la bioénergie, la notion d'énergie. Et à ce niveau-là, il n'y a rien d'égal. Personne ne vient au monde avec la même quantité d'énergie. Que même un adulte qui n'a pas de problème, peu importe, personne a la même quantité d'énergie. Et le problème, souvent, c'est qu'on se compare aussi. On peut avoir une voisine qui a un enfant handicapé, puis elle y arrive, puis moi, ben, j'ai un enfant handicapé, plus ou moins de soucis, puis j'y arrive pas. Donc, il y a toute la notion. La première chose qu'on faisait réaliser aux proches aidants, d'abord, c'est une question d'énergie. C'est quoi mon carburant? Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus, Lorraine, mais on ne peut pas passer à côté de cette notion-là. Et ce qui nous a amené, au début, on n'en parlait pas, mais ce qui nous a amené à faire 4 distinctions qui ont beaucoup aidé le proche aidant. Donc, on distingue fatigue, lassitude, épuisement, dépression. Parce qu'il y a beaucoup qui nous demandent, est-ce que l'épuisement conduit toujours à la dépression? La réponse, c'est non. L'épuisement ne conduit pas toujours à la dépression. Mais encore là, en psychologie, on dit souvent, c'est la loi du ça dépend. Alors, ça dépend de bien des facteurs, comme tu disais. Donc, la fatigue, on leur a donné un repère parce que maintenant, on entend, il va faire un burn-out, il va s'épuiser, fais attention à toi, comme s'il y a un danger qui court quelque part. Oui, dans le fait d'être proche aidant, tu l'as défini clairement, c'est que c'est l'intensité et c'est le nombre d'heures que tu passes avec le chapeau de proche aidant. Parce que, bon, il y en a beaucoup qui arrêtent de travailler, comme vous avez fait. Alors, on a distingué avec eux la fatigue normale. Donc, c'est normal d'être fatigué. Et qu'est-ce qui permet de me dire que je suis dans une fatigue normale? Parce qu'en premier, pour savoir quelle orientation thérapeutique je prends, il faut être capable de définir mon état personnel. Alors, dans la fatigue normale, il y a 2 mots-clés. On parle toujours de 2 mots-clés. Si mon temps de récupération fonctionne encore et si mes moyens de récupération fonctionnent. Et j'en viens au fameux prendre soin. Prends soin de toi. Pour certaines personnes, ça a pu même être culpabilisant ou ils ne savent pas quoi répondre à ça. Oui, mais comment je prends soin de moi? Et en prévention d'épuisement, c'est la connaissance de soi prend tout son sens. Donc, 2 mots-clés. Est-ce que mes moyens, même moi à mon âge, mes moyens ne fonctionnent pas comme avant? Quand j'avais 20 ans, je passais une nuit blanche, c'est beau, ça allait, mais même comme personne. Mais maintenant, si je passe une nuit blanche, ben, ça me prend plus de temps à récupérer. Donc, ça a l'air basique, mais ça a aidé beaucoup de proches aidants de définir des choses.
Lassitude, c'est un cran plus loin, mais ça touche morale. Si on regarde dans le dictionnaire, quand on regarde lassitude, c'est toujours accolé au mot moral, lassitude morale. Là, ça commence à être plus pesant sur le système émotionnel, par exemple. Donc, je vais rapidement, c'est pas des définitions scientifiques, mais c'est des définitions terrain, en fait. Bon, c'est pas qu'il y a une gradation automatique, mais l'épuisement, c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces, je dirais. Parce que par définition, si vous rentrez dans un magasin, qu'on vous dit, ben, on n'en a plus, les marchandises sont épuisées, ben, par définition, il n'y en a plus. Donc, l'épuisement, c'est vraiment quelque chose qui impacte beaucoup parce que la personne, on peut mettre des gradations dans l'épuisement, mais quand même, l'épuisement, c'est l'épuisement. C'est pas réservé non plus qu'aux proches aidants. Une enseignante peut s'épuiser, peut se lever un bon matin et puis elle n'a plus d'énergie. Donc, c'est vraiment de surveiller cette notion-là. Peut-être tu peux prendre le relais. Oui, Là. mais peut-être hein, justement, à quel moment est-ce que l'on doit arrêter ou en tout cas se poser la question à quel moment est-ce que on se dit ça y est, je suis épuisée parce qu'on peut avoir des perceptions différentes, comme vous dites, c'est très variable et puis on peut se dire ben voilà, moi mon proche a besoin de moi donc je dépasse un petit peu mes limites et c'est normal. Donc comment savoir que l'on est en situation d'épuisement? Vous parliez d'invisible tout à l'heure. L'épuisement, c'est souvent, moi comme psychologue, j'ai souhaité mettre un plâtre à mes clients, comme ça aurait été clair. Personne leur aurait demandé qu'est-ce qui se passe. Mais souvent, l'épuisement, c'est un truc invisible aussi. Il y a des indicateurs quand même qui existent. Nous, on parle des indicateurs juste avant de tomber dans l'épuisement. Parce que quand on est en épuisement, c'est des semaines et des mois d'arrêt, de repos complet. Là, ça demande toute une mise en place de services pour s'occuper du malade. Nous, on veut intervenir avant l'épuisement. Et il y a deux grandes catégories d'indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont physiques. La personne qui est en lassitude avancée, souvent, elle va, si elle se connaît, elle va connaître son corps, elle va nous dire ah, j'ai des maux de tête, là. Ah non, j'ai des problèmes digestifs. Ah, ben, je commence à avoir des maux de dos et ça m'indique que je ne vais pas bien du tout. Donc, il y a des personnes qui ont des indicateurs qui sont très physiques pour dire qu'ils sont rendus comme ou presque à l'épuisement. Il y a des personnes qui ont des indicateurs plus comportementaux. Par exemple, la personne qui est toujours une personne joyeuse et positive, et puis qui commence à se mettre en colère pour des riens. La personne qui se met à pleurer pour rien, ou qui passe facilement du rire aux larmes, ou le parent hyper patient avec son enfant qui perd patience et qui fait des colères. Nous, on trouve que le changement assez rapide de comportement, de la personnalité, ça devrait nous sonner une cloche, nous dire « Oh, attention! » On a parlé de raté de patience. Oui, de raté de patience. Par exemple, c'est normal d'avoir des ratés de patience, ça se peut pas ne pas en avoir dans la vie. Mais si j'ai 4-5 ratés de patience, puis que c'est ma norme à moi, bon, ben, tout le monde va s'habituer. Mais si je suis rendue à 15 ratés de patience par jour, ça, c'est mon signal à moi. Parce que je ne le reconnais pas, là. C'est pas moi, ça. D'ailleurs, les gens disent, c'est pas toi. Puis des fois, on va dire aussi aux gens, questionnez votre entourage. Demandez à vos enfants ou qu'est-ce que je dis la plupart du temps ou qu'est-ce que je dis quand je suis exaspérée. Et souvent, ils vont nous dire des choses qu'on dit tout haut, mais qu'on ne conscientise pas. On le dit comme ça sous l'effet de la colère, mais on ne réalise pas ce qu'on vient de dire. Des fois, c'est les autres autour qui nous disent ah non, mais tu n'as pas vu comment tu as réagi à telle chose. Ah, tu as dit telle chose. Si je pouvais, je m'en irais, je dormirais, je ferais comme les ours, j'irais me coucher tout l'hiver, je ne répondrais plus jamais au satané téléphone. Et les gens ont des listes d'expressions pour dire leur roll-ball. Ou les chats sont chanceux. Les chats donnent tout le temps. Alors, il y a des indicateurs qui sont comme dans les comportements, puis il y a des indicateurs qui sont parfois très physiques. Puis des fois même, c'est les deux. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut agir à ce moment-là. Il ne faut pas laisser perdurer la situation parce que si on attend trop longtemps, là, on peut basculer dans une situation d'épuisement. Et là,
c'est vraiment comme une ancienne intervenante sociale à Mm. domicile et tout ça, je sais que là, c'est vraiment le bas de combat. Là, il faut trouver un hébergement d'urgence, il faut déplacer le malade, il faut que la personne prenne un repos complet. C'est vraiment la pire chose parce qu'on bouscule tout le monde. On ne peut pas préparer les gens. Parce que c'est ça, je pense que dans notre livre, on parle beaucoup des indicateurs à observer et de qu'est-ce qu'on peut faire avant. Et sans se culpabiliser surtout, parce que souvent, on est tous pareils, on apporte des élastiques dans nos formations, puis on dit, ben, encore un peu, c'est comme notre fameuse liste du samedi. Bon, on veut tout faire la même journée que la liste de notre congé. Donc, je tire sur l'élastique. Alors, quand on peut dire au proche aidant, ben, regardez vos signaux d'alarme, et puis est-ce que vous êtes en train de vous dire, ben, encore un peu, encore un peu? Parce que c'est pas forcément facile de demander. D'une part, vous l'avez mentionné, aider la personne à dire, ben oui, j'ai besoin d'aide, mais elle attend souvent une extrémiste avant de demander de l'aide à cause de son rôle de devoir très, très souvent. D'ailleurs, dans notre livre et dans nos animations, on utilise beaucoup d'objets. Et les gens, c'est très visuel, ils vont retenir. Et on utilise, comme tu dis, le fameux élastique. Il y a des personnes qui partent après et qui disent, est-ce que je peux le garder? Et des fois, les proches aidants, ils se rencontrent entre eux puis ils disent, ton élastique est rendu comment aujourd'hui? Voyez-vous, juste pour illustrer le degré de tension, par exemple. Alors, Ça devient une échelle. ça devient une espèce d'échelle pour les personnes. Tout à fait. Puis ça peut être que si je gère ça comme un budget financier, le budget énergétique, ben si je dis, oh, mais aujourd'hui, mon élastique est pas mal tendu, mais peut-être cette journée-là, je ferai pas le fameux gâteau que je voulais faire. Ça a l'air un peu simple comme suggestion, mais très souvent, là-dedans, il n'y a pas de petites économies. Parce qu'on est vaillantes, les femmes, on s'en demande beaucoup, puis on aime bien faire les choses, donc bon, puis aussi, des fois, on pêche par excès on en a de l'énergie, donc il y en aura encore. Mais ça s'épuise, comme dit Alexander Lowen. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se renouvelle aussi. On a beaucoup. Oui, allez-y. Non, mais c'est vrai que ce qui me marque aussi dans ce que vous nous exposez, c'est que donc on n'a pas tous les mêmes ressources par rapport justement aux besoins de nos proches et donc que certains vont s'épuiser peut-être plus rapidement. Bon, on apporte des élastiques de pince de homard. Puis des petits élastiques pour mettre, ils vont leur tenir tout le temps cette image-là. Bon, tant mieux ceux qui sont un élastique de pince de homard. Par contre, quand ça casse, c'est pas mal plus difficile à recoller. Puis d'autres personnes, j'avais une tante, moi, ma mère disait, tante Laurette, elle se ménage. Elle disait, c'est une petite nature, parce qu'il y a eu du jugement aussi social. Ben, voilà. peut-être oui, mais à se ménager, en tout cas, elle n'a pas fait de burn-out. Non, c'est ça. Peut-être dans le sens de la question. Oui. Oui. Dans le sens de votre question, oui, il y a des personnes qui s'épuisent plus facilement que d'autres. C'est un peu le sens de la question que vous posez. Ça a été heureusement étudié. Ouais. Il y a eu des recherches il y a plusieurs années aux États-Unis la recherche est simple. Ils mettaient des groupes de proches aidants qui vivaient des situations similaires, avec un conjoint, par exemple, même maladie, même âge, même état de santé. Et ensuite, ils comparaient, ils faisaient des interviews, ils comparaient. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les proches aidants qui, je dirais, s'en sortaient bien, ceux qui ne se sentaient pas épuisés, qui n'avaient pas trop de stress et qui pensaient pouvoir continuer leur rôle longtemps, c'est des personnes qui avaient 3 caractéristiques par rapport au groupe qui s'épuisait rapidement. La première caractéristique, c'était des personnes qui géraient bien le stress et qui géraient bien leur anxiété. Encore là, c'est vaste comme sujet, mais c'est là quand même. Ben, il y a toutes sortes de façons de gérer le stress. Oui. Hein? On peut gérer le stress en allant faire du jogging, de la marche à pied ou en prenant quelques consommations alcooliques aussi. Là. Le stress, ça se gère avec des moyens, toutes sortes de moyens. Donc, les personnes qui s'en sortaient bien avaient une bonne façon de gérer le stress. Ce n'étaient pas non plus des personnes anxieuses qui anticipaient toujours le pire. Le deuxième critère qu'ils ont observé, c'est que les personnes qui s'en sortaient bien
avaient un réseau social soutenant. Et réseau social, ça peut être familial, amical, le voisinage, ça peut être les associations qui donnent des services. Et c'est pas juste la quantité de services qui était prise en compte, mais la qualité. Est-ce que ces personnes-là sont bien soutenues émotionnellement, encouragées? Donc, est-ce qu'il y a des gens positifs autour d'eux sur lesquels ils peuvent compter? La qualité du réseau, c'est majeur. Mais le troisième critère, ça, c'est un petit peu plus difficile. On ne peut pas changer la vie des gens. C'est la qualité de la relation antérieure avec le malade. Ça vaut pas pour une maman d'enfant handicapé, mais dans d'autres situations, effectivement, conjoint. Oui, dans une situation de vie de couple qui s'est passée plus ou moins bien dans l'histoire du couple, ça peut avoir un certain poids. Le fait d'avoir une relation qui est satisfaisante, qui est heureuse, qui est gratifiante, où on veut redonner, tout ça, va donner une énergie supplémentaire au prochain aidant, ce qui n'est pas le cas si la relation a été très négative. Mais c'est des indicateurs qu'on vous donne là qui, pour les intervenants, en tout cas, c'est important de les connaître. Puis l'évolution de la maladie, parce que dans le fond, le proche aidant va s'adapter. À un moment donné, il trouve des solutions, il trouve des trucs, il s'adapte. Tout d'un coup, ça change. Là, il faut encore qu'il s'adapte, qu'il trouve d'autres trucs, qu'il trouve d'autres choses. Mais s'il y a beaucoup de changements dans un court laps de temps, c'est vraiment un facteur qui dit la personne est à risque. Alors, on donnait l'image du funambule. Le funambule, sur son fil, il reçoit un coup de vent. Il y a un coup de vent. Ben, il s'adapte. Mais donne-lui 3-4 coups de vent d'un coup, ben, je veux dire, il va tomber en bas du fil. Il ne sera pas capable, dans un court laps de temps, d'absorber tous les changements qu'il a à absorber. Alors, ça aussi, c'est des facteurs qu'on oublie ou qu'on pense peut-être pas de nommer spécifiquement. Ils disent, ben comment ça, il y a 2 semaines, j'y arrivais, là, j'y arrive plus. Ben oui, mais qu'est-ce qui est arrivé depuis 2 semaines? Ben, il a perdu conscience 2 fois, il a fallu que j'aille à l'hôpital, il y a eu ci, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc, il y a aussi l'accumulation des chapeaux, mais il y a aussi l'accumulation des actions à poser. Quand vous dites, il faut que je l'habille, il faut que je l'amène à l'université, il faut que je l'aide à se tenir debout, il faut que je trouve, bon, ben écoutez, c'est une addition énergétique, une fatigue énergétique, même si vous y arrivez, mais qui est là à chaque jour. Et puis, ben, pour longtemps aussi, bon, dans un sens. Peut-être qu'on pourrait, si vous me permettez, ajouter juste un élément. C'est ce qui est majeur dans notre travail, puis dans notre livre. Je pense que le chapitre qui a touché le plus les gens, parce qu'on a formé des personnes, on les a revues 1 année, 2 ans après, ce qui touche le plus les gens, c'est la question de la culpabilité. Oui. J'allais vous poser la question. Effectivement. Et voilà. Et là, vous auriez quelques conseils peut-être, hein, sans dévoiler. Oui, mais disons parallèlement à ça, démêlons culpabilité de responsabilité. Souvent, je me sens coupable parce que je me mets beaucoup de responsabilités sur les épaules. Des objectifs. Hein? Ou des objectifs. Puis des fois, on dit, est-ce un fardeau ou je m'en fais un fardeau? Ça aussi, bon, on va vite un peu aujourd'hui avec beaucoup de notions, mais vous comprenez l'idée principale. Donc, tu allais apporter un exemple par rapport à ça, Lorraine? Non. Bon, ben, dans le fond, la culpabilité, c'est de se taper sur la tête. C'est quelque chose qui est totalement inutile, qui nous empêche d'avancer. Parce que la personne qui se sent coupable ne se donnera pas le droit d'avoir des besoins. Exact. Elle va toujours faire passer les besoins des autres avant les siens, par culpabilité. Donc, si on ne règle pas la question de la culpabilité, ben, vous ne pourrez pas avancer au niveau de l'accès à l'aide et aux services. La personne ne demandera pas d'aide si elle se sent coupable. C'est tout à fait logique. Donc, il y a un travail préalable avant de penser que les gens vont accepter de recevoir des services et de les utiliser. Ça, je m'en suis rendu compte dans ma pratique privée. Parce que jeune psychologue, ben oui, mais prenez soin de vous, ben faites attention. Vos besoins. Puis là, répondez à vos besoins, mais bon. Mais je ne sais même pas si je serais capable d'énumérer encore tous mes besoins, mais je ne sais pas pourquoi on demande ça aux gens. Bon, c'est quoi vos besoins? Oui, ils ont un peu d'idées. Mais dans le fond,
J'ai vu que ça donnait rien parce que le pire bâton dans les roues de l'énergie, c'est la culpabilité. Donc, ça marche ensemble. Est-ce qu'on a tous vécu de la culpabilité? Est-ce qu'on éprouve de l'énergie quand on se culpabilise? Pas du tout. On est en train de se tirer un gros chèque sur notre compte en banque énergétique. Mais là, des fois, ça paniquait. Ben oui, mais Madame Arcon, on n'est pas pour enlever la culpabilité. Non, non, on va remplacer ça par la responsabilité. Fait que dans le fond, là, juste 2 petits mots. La culpabilité, c'est l'habilité à se taper sur la tête. Oui. Mea culpa, mea culpa. La Mm. responsabilité, c'est l'habilité à trouver des réponses Des solutions. et des solutions. Ça ne veut pas dire que je vais être capable de les appliquer ou qu'il y a des ressources pour les appliquer, mais j'ai pris ma responsabilité de trouver des solutions, des réponses et d'essayer de les mettre en fonction. Alors, le thème de la culpabilité, je pense que c'est un thème qui est un incontournable, c'est que ça empêche d'aller plus loin. On a trouvé une grille qui tient la route depuis 25 ans. C'est la fameuse grille je, tu, contexte. Alors, toute situation peut être examinée à travers la lunette du je, tu, contexte. 3 mots. Tout à l'heure, quand je parlais d'une maladie évolutive qui évolue plus rapidement, c'est le contexte. Par rapport à le handicap de Julien, il y a un contexte. Son type de maladie fait plus partie du contexte que son tu à lui, de quoi il est responsable, ou de votre je à vous, de quoi vous êtes responsable. Oui, vous êtes responsable, c'est votre enfant, vous allez vous en occuper. Mais dans son cas, il y a une grande dépense énergétique qui vient du contexte. Alors ça, ça déculpabilise beaucoup le proche aidant quand il sait que lui, son affaire, c'est plus au niveau du contexte qu'au niveau du jeu de s'en demander encore, puis de s'en demander encore, puis de s'en demander encore. Je peux apporter un exemple? Oui, un exemple tout bête que j'ai eu dans ma pratique, c'est une dame qui s'occupait de sa mère qui avait un cancer en phase pré-terminale et elle s'était mis comme objectif, je veux que ma mère meure sereine et je vais tout faire pour elle. Je vais tout faire pour son bonheur pendant les derniers mois de sa vie. Et là, ben, elle en faisait beaucoup, 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 sauf que sa mère n'était pas sereine. Alors, elle se tapait sur la tête en se disant, je ne sais pas m'y prendre, ou je ne sais pas faire, ou je ne suis pas assez présente. Ou... Là, elle mettait tout sur son dos. Puis là, elle recommençait. Puis elle n'était pas sereine. Au fond, si elle avait eu la grille je du contexte, elle se serait aperçue que le je, il porte que ce qu'il peut faire, lui. Elle ne peut donner que ce qu'elle peut donner. Mais sa mère, à côté, elle, c'est elle qui décide d'accepter ou de ne pas accepter, qui décide d'être dans la colère ou d'être dans l'acceptation. Elle a une part. Donc, cette dame-là ne peut pas se sentir coupable de quelque chose sur lequel elle n'a pas de contrôle. Et s'il n'y a pas de service suffisamment, elle ne peut pas non plus se sentir coupable qu'il n'y a pas de service adéquat. Donc, la grille, je, tu, contexte, c'est 3 petits mots qui permettent de prendre une distance dans la situation puis de voir juste qu'est-ce que moi je peux faire et non pas les autres et non pas le contexte. Et ça, je pense que ça a aidé beaucoup de monde à... Puis, des fois, c'est un peu les autres parce qu'autrefois, la personne handicapée, on la déresponsabilisait. Ou même la personne malade, parfois, on a travaillé en EHPAD. Puis il y a une infirmière, elle était dévastée un jour, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, la dame m'a dit, bien fait que votre enfant soit mort, bien fait pour vous, parce que vous n'êtes pas assez gentille. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez dit? Mais je n'ai rien dit parce qu'elle est vieille et malade. Un instant. Elle est assez jeune et en forme pour vous dire quelque chose qui ne se fait pas. Ben, elle est capable d'entendre une responsabilisation par rapport à ses propos. Donc, vous le savez, maintenant, les enfants handicapés, on ne les déresponsabilise plus comme autrefois. On les aide vraiment à voir que sont-ils capables de faire. Et puis, on essaie d'éviter la surprotection. Mais bon, vous savez tout ça.
Donc, la grille, je, tu, contexte, ça, c'est vraiment... C'est essentiel. C'est nous, là, mais il n'y en avait Non, pas dans les non, livres de c'est- cette histoire-là. On a fouillé partout. Moi, j'ai 35 ans de pratique en psychologie, puis c'est pas l'université qui m'a appris ça. C'est mes clients qui m'ont appris à fouiller un peu parce qu'il n'y en avait pas de réponse. Quand on a commencé à travailler sur le sujet de proche aidant, le mot n'existait pas. C'est dans les années 80. Alors, on appelait ça aidant naturel à l'époque. Mais ouais, c'est pas naturel, Il y tant en que a, ça. puis il y avait presque rien d'écrit. Là, on s'est dit, les gens ont dit, ouais, c'est pas si naturel. Finalement, on va appeler ça aidants familiaux. Là, ça s'est appelé aidants familiaux. Et là, on s'est dit, mais oui, mais il n'y a pas juste la famille chez les aidants. Il y a des personnes qui n'ont pas de lien de famille, mais qui sont des proches aidants. Et là, on est arrivé avec la définition de proche aidant. Une personne qui est en lien, pas forcément la famille, mais de toute façon, avec les familles de moins en moins nombreuses dans les années futures, les proches aidants ne seront peut-être pas des frères ou des sœurs, ce sera peut-être des copains, des amis, des voisins. Les familles éclatées. Ben oui. D'ailleurs, on a un Bien chapitre sûr. sur les familles. Oui. Question. Merci beaucoup. Je reviendrai vers vous, hein, mesdames, pour que l'on évoque plus en détail votre ouvrage. Mais j'aimerais peut-être à ce stade faire réagir Judith et Bénédicte sur tout ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous êtes reconnus dans ce qui vient d'être décrit, tant sur la culpabilité que sur le côté mais pourquoi moi j'y arrive pas? Quel rôle ont pu jouer les proches? Et avant de vous donner la parole, je vous rappelle que bien sûr, nous attendons vos questions et vos réactions dans le chat. Judith, peut-être? Oui, alors je me suis reconnue, en effet, quand on parle de culpabilité, moi j'ai dû faire un long chemin avant de m'enlever ce sentiment de culpabilité, parce que la naissance prématurée de mon fils est liée à une maladie en gros dont j'étais porteuse saine et lui l'a développée. Donc forcément, ça a créé ce sentiment de culpabilité et c'est vrai que c'est très difficile d'avancer quand on est enfermé dans ça. Et oui, ça, du coup, ça fait très, très écho. Et c'est important de travailler sur ce sujet. Et ensuite, ce qui m'intéresse aussi là, dans ce que j'ai entendu beaucoup, c'est la notion de capacité. Et ça, c'est aussi un travail. En tant que parent, je n'ai pas vu tout de suite en fait cette idée de capacité. J'étais dans l'idée de protéger, peut-être de surprotéger, certainement même mon fils. Et il a fallu du temps avant que je me dise, un moment, je serai plus là. Donc, on parlait tout à l'heure de l'après-nous. Et quelles sont ses capacités? Comment je peux l'aider à développer ses capacités en faisant appel à des services, en lui apprenant des choses. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est très, très juste, en fait, tout ça. Et ouais, enfin, voilà. Ça me fait écho. Merci. Bénédicte, Kay, peut-être une réaction également sur ces concepts. J'imagine la culpabilité, c'est vraiment pas facile. Le fait qu'on ne soit pas tous armés de la même manière aussi, qu'on n'ait pas tous les mêmes capacités pour faire face à des situations difficiles, c'est quelque chose qu'il faut faire entendre davantage. Ah, c'est clair. Alors, ça fait particulièrement écho que tout à l'heure, je vous parlais des journées nationales de parents là, que le groupe Parents organise tous les 2 ans. Leur dernière, en 2021, c'était Parents d'un enfant en situation de handicap entre responsabilité et liberté. Et la deuxième conférence, c'était sur la culpabilité. Comme quoi, voilà, je veux dire, même eux, quand ils réfléchissent à des journées, ils voient bien effectivement où sont le nœud des problèmes. Et les prochaines qui sont en novembre sont sur les capacités. Les capacités de nos enfants, de leur reconnaissance à leur accomplissement. Donc là, ça fait vraiment écho des deux côtés. Mais là où je voudrais réagir aussi, c'est qu'effectivement, je trouve ça très, très intéressant. Et bien évidemment, c'est des choses qu'on perçoit, ces difficultés et ces différences, justement, effectivement, à pouvoir absorber un certain nombre de choses, et notamment par rapport à la qualité du réseau. Mais voilà, là où ça fait écho, c'est que c'est des choses qui ne sont absolument pas intégrées encore par les pouvoirs publics.
Parce que quand on évalue effectivement, quand on essaye effectivement d'accompagner les aidants, en réalité, on ne regarde pas l'aidant, on ne regarde toujours que la personne qui les accompagne. C'est en réalité des plans d'aide pour les personnes handicapées, c'est des plans d'aide pour les personnes âgées. Et donc justement, tout ce travail-là, que vous avez donné un très bon exemple, où effectivement, à situation identique pour la personne accompagnée, bon, on va avoir des besoins de l'aidant qui vont être différents parce que leurs capacités de récupération ne sont pas les mêmes, parce que leur réseau social n'est pas le même, voilà, parce que la qualité de la relation, effectivement, n'était pas la même. Et ça, c'est des choses qu'on essaye de faire comprendre actuellement au pouvoir public. Nous, pour le coup, APF France Handicap, on a aussi effectivement ce rôle-là de travail un peu auprès des pouvoirs publics, et France Alzheimer aussi d'ailleurs, hein. On travaille d'ailleurs ensemble sur un certain nombre de choses, mais faire justement prendre conscience qu'il y a besoin d'évaluer le besoin de l'aidant indépendamment de la situation de la personne aidée, et que ce n'est que comme ça qu'on pourra effectivement vraiment réussir à mettre en place des réponses qui lui conviennent davantage. Donc là, ça me fait énormément écho par rapport à ça également. Oui, pour individualiser davantage les besoins. Vous avez un espoir, hein, la prochaine stratégie nationale des aidants va être prochainement définie, donc on croise les doigts pour que justement les pouvoirs publics s'intéressent davantage au profil de l'aidant. Et On croise les doigts, elle devrait être dévoilée voilà, très, très, très bientôt. On croise les doigts. Il y avait déjà effectivement une approche un peu différente au départ, de ne pas parler de stratégie pour les aidants, mais de parler de stratégie avec les aidants. Donc voilà, on va déjà voir si ça c'est retenu, comment c'est mis en place. Mais oui, il y a énormément de choses à faire, c'est certain. merci. Lorraine Brissette, Michel Arcan, je reviens vers vous. Comment est-ce que vous décririez ce que votre approche apporte de nouveau aux proches aidants, soit dans vos livres, dans vos formations? J'imagine que vous avez eu aussi beaucoup de retours, hein, de personnes que vous avez pu aider. Donc, voilà, qu'est-ce qui est marquant? Ce qu'on a constaté depuis 30 ans même, c'est que presque tous les écrits qui ont été faits sur la question de l'approche aidante, de la prévention de l'épuisement, c'est toujours notre sujet, c'était souvent des écrits descriptifs. Oui. On décrivait le burn-out, les symptômes, les étapes, la récupération, le taux de prévalence selon telle profession, telle profession. C'était de la sociologie descriptive, qui est intéressant en soi, mais qui n'apportait pas d'éléments très concrets sur on fait quoi. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'écrits sur il faut qu'il y ait des ressources, il faut qu'il y ait des ressources, il faut qu'il y ait des ressources. Nous, on est d'accord, on ne peut pas être contre la vertu. Qu'il y ait des associations, qu'il y ait des budgets supplémentaires, qu'il y ait plus de soins à domicile. Mais il y a quelque chose entre les deux qui manquait. En tout cas, nous, on pense qu'on s'était inséré entre les deux. C'est il faut qu'on prépare et qu'on aide. D'abord, il faut qu'ils s'identifient comme proches aidants. Il faut qu'ils fassent une démarche qui va les amener à faire des choix pour leur santé et pour leur vie. Et ça, ce bout-là, il n'est pas là. Je pense tout à l'heure, il y a eu une intervention qui était apportée au fait qu'il y a un travail, j'ai envie de dire, un peu psycho-éducatif à faire avec les proches aidants pour mieux se connaître, pour ne pas se sentir coupable, pour mieux connaître leurs besoins, pour être capable de s'affirmer puis de dire oui, j'ai des choix, oui, je fais des choix pour moi. Ce qui ne veut pas dire qu'on laisse tomber les malades, qu'on laisse tomber les autres, mais se prendre soin de soi, c'est une phrase qui, pour nous, est un résultat. Ça ne veut rien dire. Parce que prendre soin de soi pour une personne ou pour une autre, c'est pas la même façon. Comme dans le temps, on disait « aie confiance en toi ». Mais la pauvre personne à être louée au pilori, comment vous voulez qu'elle s'affirme puis qu'elle ait confiance en elle? Bien, pareil, on fait des erreurs de langage, mais qui donnent une idée des choses. Donc, prends soin de toi. On a vu des gens qui disent, mais oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Ils se sentaient encore plus démunis avec le fameux prends soin de toi. Donc, ce qu'on a apporté, c'est un processus. Qu'au bout du processus, bon, réfléchissons à nos motivations. Mais ça, c'est abstrait, mais on était capable de concrétiser parce qu'on est très pragmatique. Bon, Lorraine a donné un exemple.
la dame qui dit « je veux que ma mère meure sereine », ben en fait, c'est son motif principal d'action. Une autre qui a eu un enfant hors mariage, dans le temps, c'était terrible. Elle, son motif d'action, c'est « je veux avoir le pardon de ma mère ». Mais elle lui demande jamais. Donc, on l'aide à faire une demande. Donc, c'est un processus, c'est le moteur. Motivation, on l'a entendu dans le niveau scolaire, ça ne veut plus rien dire. C'est quels sont mes motifs d'action? Je veux être parfaite, par exemple, c'est un motif d'action. Mais si ce n'est pas repéré, ben, je ne répondrai pas à mes besoins. Je vais me passer en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, peu importe. Donc, c'est un processus qui fait que, ah ben oui, c'est vrai, si j'ai cette motivation-là, ben comment je vais faire pour y arriver? Puis si je ne la modifie pas ou module pas, forcément, je vais me sentir coupable. Je me fais une pression morale pour atteindre mon objectif sans réviser mon objectif. Donc, vous voyez, après, ben, automatiquement, quand la personne avait réfléchi à ça, on pouvait lui faire parler de ses besoins. Bon, mais j'ai pas de besoin. OK. C'est quand la dernière fois que vous étiez frustré? Ah ben là, j'étais frustrée parce qu'en fait, il m'a dit telle chose, telle chose. Donc, vous aviez un besoin, une frustration. C'est un besoin auquel on n'a pas eu de réponse, il n'y a pas de réponse. Donc, par un autre chemin, on le faisait prendre conscience de leurs besoins. Ben maintenant, vous pouvez, est-ce qu'une partie, vous pouvez y répondre à ce besoin-là? Ah ben oui, dans le fond, moi, c'est la douche que je ne peux pas tolérer de lui donner. Ben alors, ça, c'est simple de demander une douche. Bon, voyez-vous, qu'est-ce qu'on a apporté? C'est un processus parce que c'est l'étude de qu'est-ce qui vient avant quoi en psychologie. Ça nous permet d'aboutir à la question du choix, parce que ça. tous les prochains ans, quand vous allez, j'ai pas le choix, c'est mon père, j'ai pas le choix, c'est mon fils, j'ai pas le choix. C'est un nœud majeur. Ouais. Parce qu'on peut faire le choix de garder son père, mais c'est pas parce qu'on a fait ce choix-là qu'on n'a plus de choix. On a plein de choix à l'intérieur de ce cadre-là. Vous n'avez pas choisi le cadre. On le dit au proche aidant. Personne va choisir à 20 ans d'être un proche aidant. Aucune maman enceinte va choisir d'avoir un problème avec un enfant. Ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qu'on peut choisir après coup, mais il faut le choisir en connaissance du contexte ou du type de maladie ou de tous les facteurs qui sont autour. Parce qu'on a des petits choix, même si on dit on n'a pas le grand choix, on ne peut pas revenir en arrière, la maladie s'est installée. La question, c'est quels sont les petits choix que j'ai à l'intérieur de mon rôle de proche aidant. Ne serait-ce que même de s'évader en esprit, de se raconter des histoires, de films, là, La vie est belle, là, vous avez peut-être vu le film La vie est belle de Benigni, où ils sont dans un camp de concentration. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est prisonnier dans ce cadre-là, mais il invente une histoire qu'il raconte à son fils. C'est une façon de s'évader. C'est une façon de passer à travers une prison. Parce que pour certains proches aidants, là, ils voient, quand ils sont vraiment au bout du rouleau, ils voient leur vie comme une prison. Donc, quels sont les choix que je peux trouver à l'intérieur du rôle que je choisis de garder? Comme ma soeur qui a la maladie d'Alzheimer, elle n'arrêtait pas de faire des sons. Mais quand elle était, mais des sons très, très agaçants. Quand elle était jeune, elle adorait chanter. Alors, j'ai dit à ma nièce, ben, apprends telle et telle chanson qu'elle chantait, puis j'ai dit, chante plus. Elle a dit, c'est incroyable, ça marche. Parce qu'elle essayait d'arrêter qu'elle fasse des sons, mais elle ne va pas arrêter de faire des sons. Mais elle s'épuisait à entendre ces sons-là. Donc, il y a beaucoup de créativité aussi qu'on met en place. Ben, il y a peut-être un autre chemin. Parce que ma nièce est toute seule, elle est fille unique, donc elle a choisi après coup de s'aider de sa mère, d'aider sa mère. Mais ben, faut aussi qu'elle trouve des solutions pour protéger ses énergies, parce que pour elle, c'est pas un mot, là, mais on en a fait un mot, c'est très énergivore entendre sa mère se plaindre avec des sons de bébé qui pleurent, là. Elle n'était pas capable de supporter. La seule circonstance où nous, on dit qu'il faut faire le choix de quitter le rôle de proche aidant, le seul motif qu'on pense qui est essentiel, c'est quand la santé physique et mentale du proche aidant est menacée. Là, on pense que oui,
il faut peut-être faire le choix d'abandonner le cadre de l'aidance si la santé est en jeu. Et ça, je pense que c'est important. Puis c'est même important de l'exprimer au prochain aidant qui est en voie d'épuisement, de leur dire, ben, si vous tombez malade, il n'y aura plus personne pour continuer de s'en occuper. Donc, votre première responsabilité, c'est de trouver une façon de vous occuper de vous. Ça devient un motif. Ça devient un motif. Ça devient un motif de faire attention, de prendre soin de soi, comme on disait. Là, il y a une raison d'agir avec l'idée d'abnégation pour l'autre. C'est pas grave, ça. Même si ma raison, c'est pour pouvoir être plus longtemps avec mon proche, mais que moi, ça me conforte de dire, ben, qui veut aller loin ménage sa monture, alors que tout le monde autour dit, ben, comme à mon frère, place-la ta femme. Mais j'ai dit, Jean-Louis, c'est toi qui vas vivre avec ce que tu ressens si tu la places. Tu ne peux pas la placer, parce qu'il appelait ça comme ça. Ben, à ce moment-là, comment tu vas assouplir ton cadre à toi, les demandes que tu t'es faites? Il y en aurait pour des heures et des heures, c'est passionnant Nous, comme on est sujet. encore passionnés. Oui, absolument. C'est vrai qu'on pourrait en parler des heures, mais on arrive déjà presque au terme de notre webinaire. Bien sûr, vous continuez de poser vos questions dans le chat. Peut-être un dernier tour de table, Judith Contamin, peut-être là aussi, si vous souhaitez réagir à ce qui a été dit. Et j'avais moi aussi peut-être envie de vous interroger sur le rôle de votre entourage. Est-ce que là, quelqu'un vous a alerté, vous a dit attention, il faut que tu prennes soin de toi, ou est-ce que vous avez pu trouver aussi du soutien, des ressources? Et là aussi, si je reprends ce que disaient Michel Arcan et Lorraine Brissette, pour faire attention à soi, il faut peut-être aussi quelqu'un qui nous dise attention, là, tu vas trop loin. Alors, en ce qui me concerne, non, on ne m'a pas alertée parce que j'avais un regard très positif, me disant c'est vraiment bien ce que tu fais. Voilà, c'était très positif. Mais on ne m'a jamais dit fais attention, tu vas t'épuiser. Ça, je l'ai jamais entendu. Et je Mais m'en vous suis pas l'avez rendu réalisé. compte. Oui, voilà, je m'en suis pas Trop rendu tard. compte. Voilà. Et en fait, c'est mon corps qui a lâché avant ma tête, mais non, je me suis pas rendu compte. Et on me l'a pas fait remarquer parce que les gens autour de moi trouvaient que j'en faisais beaucoup pour mon enfant, mais trouvaient aussi que c'était bien, que c'était beau, que, que je fasse passer Julien peut-être avant moi. Et donc, j'ai pas eu du tout ce retour. Et je m'en suis pas rendu compte. Merci. Peut-être Bénédicte Keil également, si vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit. Et puis, on abordait aussi la problématique des proches aidants qui ont une activité salariée. Donc, ça fera d'ailleurs l'objet d'un webinaire à part entière. Mais là aussi, c'est encore d'autres problématiques qui se surajoutent. Et puis, parfois, on n'a pas vraiment le choix parce qu'il faut avoir suffisamment de ressources aussi pour continuer à vivre. Donc là, j'imagine que c'est encore d'autres problématiques. Effectivement, il y en a plein. Mais non, rester effectivement un peu sur cette question du prendre soin et de l'injonction, entre guillemets. Je veux dire qu'effectivement, je pense que le travail qu'on a à faire, nous, associations, qui essayons d'accompagner au mieux les aidants familiaux et proches aidants, puisque nous, en France, on a les deux termes, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Dans le Code de l'action sociale et des familles, on a les aidants familiaux quand il s'agit des personnes handicapées et on a les proches aidants quand il s'agit des personnes âgées. Voilà. Et les aidants de personnes malades, ils n'existent pas chez nous. Donc voilà, on a encore un petit peu de travail à faire par rapport Absolument. à ça. Mais voilà, pour revenir un peu effectivement à ce rôle des associations, effectivement, ce qu'on fait au niveau de repères aidants, c'est plus de donner des billes en fait aux aidants pour qu'ils prennent soin d'eux. On essaye effectivement de leur apporter un peu des techniques, que ce soit de la respiration, de la relaxation, pour leur donner effectivement des billes par rapport à ça, de ne pas être effectivement dans l'injonction et être dans l'accompagnement et le partage. Mais voilà, comme vous disiez, on pourrait rester des heures, il y a énormément de sujets à aborder.
Michel Arcan, Lorraine Brissette, peut-être le mot de la fin aussi. Bon, vous avez également évoqué le rôle de l'entourage. Et vous voyez, moi, j'ai vraiment une anecdote qui me revient parce que c'était au cours de la Journée mondiale, une interpellation d'une dame et qui était très, très mal parce qu'elle avait dû faire le choix de mettre son proche en EHPAD et ça lui était reproché par sa famille avec des termes qui étaient extrêmement durs. Avec, mais tu l'as mise à l'asile, comment tu as pu faire ça? Donc, après, il y a aussi toutes ces situations à gérer quand, malheureusement, quand non seulement on ne peut pas dire que les proches ne soient pas là, mais quand en plus ils viennent contester vos choix. C'est certain que les situations de maladie d'un parent, tout ça vient souvent réactiver les problèmes familiaux qui existaient déjà dans le milieu. Ouais. Ça ne crée pas forcément toujours les problèmes, souvent ils sont là. Et effectivement, il y a des familles qui sont, j'ai envie de dire, toxiques par rapport aux proches aidants. Il y a des facteurs, je reprends la question de l'EHPAD, il y a beaucoup de facteurs dont on ne parle jamais, et en particulier des facteurs financiers. Ouais. Les questions d'argent, ce n'est jamais abordé par personne nulle part, c'est qu'un grand tabou, mais derrière des refus comme ça ou des critiques ou tout ça, il y a parfois une question d'argent, d'héritage, de ce que ça va coûter. C'est malheureusement le cas. La famille n'est pas toujours une ressource pour le proche aidant. Et ça, c'est d'autant plus important que s'il n'y a pas de famille aidante, ben, il faut qu'il y ait des professionnels et des associations et d'autres personnes. Sinon, le proche aidant n'y arrivera pas. On ne peut pas être un proche aidant tout seul. Non. Dans une situation même, la proche aidante s'est fâchée d'avoir beaucoup de compliments. Elle dit, arrêtez de me faire des compliments, venez m'aider, s'il vous plaît. Ça, c'est peut-être un des points qu'on met dans notre chapitre, parce qu'on a un chapitre sur la famille. Je pense qu'on a encore trop tendance à travailler. Vous avez dit tout à l'heure, on fait des dossiers pour le malade, on n'en fait pas pour le proche aidant. Mais moi, j'irais un cran plus loin. On devrait, oui, faire un dossier avec le proche aidant, mais on devrait travailler avec la famille élargie. Souvent, on va travailler avec la fille qui s'occupe de sa mère, mais pourquoi est-ce que le frère, la sœur et tout ça, ils ne sont pas autour de la table aussi? Parce que c'est aussi leur mère. Puis qu'il y a peut-être un travail de conscientisation et de mobilisation à faire. Plus on va élargir la base du soutien et plus on va maintenir un soutien à domicile réaliste et sécuritaire jusqu'à la fin. Oui, puis la question est encore la personne qui est le plus proche géographiquement. Une fille. La personne qui est peut-être célibataire ou celle qui n'est pas célibataire mais qui n'a pas d'enfant. Donc, ça a tout été démontré. Celle qui est aide-soignante ou infirmière. Ah oui, c'est ça, ou psychologue. Ou psychologue. Alors, on délègue, la famille subtilement va déléguer une personne, puis la personne va souvent se ramasser avec toutes les responsabilités sur le dos. Alors ça, je pense qu'il y a un travail à envisager, les assistantes sociales, les associations, tout ça, comment mobiliser la famille plus large. Parce que c'est ça, il faut que ça soit connu encore plus, que c'est une question aussi d'énergie, que c'est injuste, mais c'est vrai que l'énergie, elle est épuisable, mais elle peut se renouveler par la reconnaissance, elle peut se renouveler par le soutien, elle peut se renouveler par faire des moins grosses dépenses énergétiques. Donc, il y a toutes sortes de façons qu'on pourrait élaborer vraiment autour de ça. Vous pourriez commencer à faire des réunions de cuisine. Ouais, moi, dans mon travail, on faisait des réunions de cuisine. Et on mobilisait, c'est ça, les frères, les sœurs, la cousine, nanana. Et je me rappelle toujours, il y en a un qui disait, ah ben moi, je ne peux pas venir aider, je ne peux pas venir garder parce que je travaille trop, je travaille à tel endroit, j'ai un job super important. Je disais, bon, bravo, parfait. Alors, vous allez pouvoir nous payer une journée complète de garde. Parce que oui, c'est bien beau, je n'ai pas le temps d'y aller, mais peut-être que vous pouvez contribuer financièrement. Ben oui, c'est ça. Je pense qu'il faut être très réaliste. C'est des situations très réalistes. Il faut avoir des actions aussi très réalistes. Oui, très réaliste et très pragmatique. Oui, très pragmatique. Et aussi, en terminant, souvent, on dit, mettez votre échelle à la verticale. Les gens qui s'épuisent ont une échelle de valeur à l'horizontale. Toutes les valeurs ont la même valeur. Mais ça s'appelle échelle, c'est pas pour rien. Donc, puis la seule valeur qui ne doit pas bouger, c'est celle qui est en haut de l'échelle, c'est la santé. On a fait un test dans un groupe d'infirmières,
Ils n'ont pas mis la santé. Ils ont dit, ben, c'est pas une valeur, ça. Ah bon, ben, voyez-vous, quand vous allez la perdre, vous allez trouver que c'est toute une valeur. C'est le Très chef bien. d'orchestre, la santé. La santé, c'est le chef d'orchestre. Est-ce que j'ai l'énergie pour faire ça? Ça serait la question principale. Bon, c'est sûr que toute proportion gardée, parce qu'il y en a qui n'ont jamais d'énergie, mais ça, c'est d'autres choses. C'est pas eux qui sont les aidants principaux. Non, c'est ça. Merci beaucoup. Bénédicte Keil, quand même, j'ai envie de vous faire réagir sur le profil des proches aidants ou des aidants familiaux. Effectivement, ce sont encore davantage des femmes, des filles, et c'est encore mieux si elles exercent un métier dans le milieu du soin. Ou est-ce qu'on peut s'attendre là aussi quand même à une évolution, hein, quand on voit les pères prendre de plus en plus leur place dans les familles ou... Est-ce que vous voyez une évolution ou pas encore vraiment? Elle n'est pas encore très très probante, hein, mais effectivement, on va l'espérer. Non, c'est vrai, on reste effectivement encore quand même à des... Mais c'est tous les métiers du prendre soin, hein, de toute façon, je veux dire. Être aidant quelque part, c'est aussi participer à ça, ou qui sont encore effectivement des métiers qui sont très féminins, des rôles qui sont beaucoup plus dévolus aux femmes qu'aux hommes. Donc, bien évidemment, on va espérer des évolutions et bien évidemment, il y a des hommes aidants aussi, hein, bien Bien sûr. sûr. Et comme vous le disiez, du fait des enfants uniques, etc., bah, si on est un garçon enfant unique, hein, on ne va pas avoir de sœurs sur lesquelles on va pouvoir déléguer. Donc voilà, on va voir effectivement arriver certainement des évolutions, hein, mais on reste quand même sur quelque chose de très féminin. Et même quand on compare... Nous, on avait fait avec le collectif interassociatif des aidants familiaux, dont on est membre tous les deux avec France Alzheimer. Pendant le premier confinement, on avait fait toute une enquête auprès des aidants, hein, pour voir effectivement, évaluer un peu ce qu'avait représenté en fait le confinement pour eux. Et on voyait bien que même dans l'évolution des tâches que tout le monde avait eu à subir, hein, du fait de la fermeture des établissements, de la fin d'un certain nombre d'aides à domicile, etc., les répartitions s'étaient faites de façon différente entre les hommes et les femmes. Les deux disaient qu'effectivement, ils avaient eu une augmentation effectivement des tâches, mais les hommes, bizarrement, c'était beaucoup plus les tâches à l'extérieur, encore une fois, que les femmes, qui étaient effectivement beaucoup plus sur le prendre soin à l'intérieur. Donc, les hommes qui avaient effectivement à s'occuper davantage de leurs proches, ben, c'était... les sorties à l'extérieur, les courses, voilà, c'était toutes ces activités-là et c'était pas forcément directement l'aide à l'habillage, les aides corporelles, etc. Donc même là-dedans, indépendamment du fait que de toute façon les femmes aident davantage, la répartition à l'intérieur même des tâches va être encore sexuellement différenciée. Très bien, merci beaucoup. J'imagine, hein, que si on veut des informations sur le programme Repères aidants, c'est sur votre site, Tout à APF France fait. Handicap. Voilà, Il y a même un site Repères aidants. Donc on tape Repères aidants et on devrait arriver directement dessus. très bien. Et donc, hein, les deux ouvrages, hein, qui sont absolument essentiels là aussi. Merci beaucoup à toutes les quatre. C'était absolument passionnant. Merci pour vos témoignages. Merci pour vos conseils. Et on se retrouve très bientôt. Et merci à vous pour vos réactions et vos questions.